Bonsoir à toutes et à tous. Déjà merci d'être au rendez-vous, d'avoir répondu à notre invitation. Donc je vais rapidement vous rappeler pourquoi j'ai choisi d'échanger avec vous ce soir. Vous le savez sans doute puisque vous avez en principe tous reçu notre filière MAG spéciale Commune Nouvelle, puisqu'on a souhaité à l'occasion du 5e anniversaire de la Commune Nouvelle de faire un premier bilan. Hier soir au conseil municipal, nous avons aussi voté notre plan pluriannuel d'investissement. Donc ça me semble important de pouvoir échanger avec vous sur les objectifs que l'on poursuit jusqu'à la fin du mandat en 2026 et sur ce plan pluriannuel d'investissement. En sachant qu'on a fait des réunions publiques dans chacun des villages, les 5 villages, mais on sait que tous les horaires fixés ne conviennent pas à tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment pour permettre à ceux qui n'ont pas participé à ces réunions publiques d'échanger et de poser leurs questions. Donc on a reçu quelques questions qui ont été envoyées par mail. Donc je vais d'abord répondre à ces questions et puis ensuite je prendrai celles que vous allez poser en direct. Donc la première question, elle était posée par Nadège Pécou qui nous interroge sur la possibilité de créer une crèche municipale à Évire à l'occasion de la construction de la salle des fêtes qui fait partie de nos objectifs. Alors je tiens à rassurer Madame Pécou, effectivement à l'occasion de la réflexion qui sera lancée pour la salle des fêtes avec la population. L'objectif, ce sera de bien définir tous les besoins de la commune et donc éventuellement effectivement de prévoir dans ces locaux une crèche. Mais d'ores et déjà, on a une piste puisqu'on va déplacer la bibliothèque d'Évire, on va l'installer dans l'école, ce qui permettra de la rapprocher aussi des enfants, ce qui veut dire que des locaux vont être libérés et on a une demande de jeunes filles d'Évire qui souhaitent créer une MAM, ce qu'on appelle une maison d'assistance maternelle. Donc on aura sans doute la possibilité de les installer dans ces locaux libérés, ce qui apportera déjà une première solution aux familles qui ont des enfants en bas âge. Et alors il y a aussi une deuxième hypothèse pour ces locaux libérés, mais ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Évire, parce qu'on a un médecin, un généraliste qui serait peut-être intéressé pour s'installer. Donc voilà, on est en train d'étudier ces deux pistes, hein, et aussi dans le cadre de nos projets immobiliers Évire, puisque vous savez qu'il y a quand même, dans le cadre du PLU, il y a des opérations qui sont envisagées au chef-lieu, sera peut-être l'occasion de mettre en place une véritable maison médicale avec une crèche intégrée, ou en tout cas une micro-crèche. Et là, nous sommes aussi en train de mener un travail de réflexion avec un promoteur privé. Donc c'est un sujet qui fait partie de nos priorités et qu'on a bien pris en compte. Alors Monsieur Sinel, lui, nous pose plusieurs questions. Un sur les travaux qui ont été menés route de l'église à Saint-Martin-Bellevue pour diminuer la vitesse. Et donc il se demande, enfin il nous demande si ces ralentisseurs ils sont conformes à la loi. Alors la réponse est évidemment oui, hein. Lorsqu'on aménage les ralentisseurs, on tient compte des règlements en vigueur. Donc les règlements en vigueur ils disent qu'ils doivent faire moins de 10%, ce qui est le cas. Par contre on reconnaît qu'à cause de la pente, peut-être qu'il faut qu'on vérifie effectivement si l'effet pente n'accentue pas le pourcentage. Donc ça, il y aura une vérification qui sera faite dans les prochains jours. Et s'il est nécessaire, on fera des travaux. Mais contrairement à ce que vous suggérez, on n'envisage pas du tout d'enlever ces ralentisseurs, puisque ça fait partie d'une demande d'une bonne partie de la population hein, qui trouvait que la vitesse était excessive. Voilà. Mais là aussi, ça montre à quel point gérer une commune c'est difficile, puisqu'on a affaire à des demandes très contradictoires. Beaucoup de citoyens nous demandent de prendre des mesures pour sécuriser leur lieu de vie, pour ralentir la vitesse. Et puis effectivement, chaque fois qu'on met des plateaux ralentisseurs, chaque fois qu'on prend des mesures, il y en a d'autres qui trouvent que c'est excessif, que c'est pas nécessaire. Voilà, donc on essaye de faire au mieux. Mais alors là, on va vérifier effectivement que ces ralentisseurs ils soient bien conformes, mais en aucun cas on envisage de les enlever. Alors, la deuxième question, elle porte sur les travaux envisagés pour l'école de Saint-Martin. Notamment, on vous étonnait des budgets consacrés
à l'école des Ollières, qui est supérieur à celui de du bâtiment qui est prévu pour agrandir l'école maternelle de Saint-Martin. Alors, il faut savoir que les Ollières, c'est un projet qu'on conduit quasiment depuis 2017 et que cette école, elle va ouvrir qu'en septembre 2023, ce qui vous donne une idée des délais qui sont, hélas, nécessaires pour mener des actions publiques, c'est-à-dire presque 6 ans. Alors évidemment, les projets, on a dû les revoir, on doit passer par des concours d'architectes, mais malgré tout, c'était plus de 5 ans pour pouvoir lancer ces travaux. Donc Saint-Martin, il y a une urgence, il y a déjà des choses qui ont été faites, puisqu'on a quand même réaménagé la salle des fêtes de Saint-Martin pour en faire une salle périscolaire et scolaire, là où vos enfants mangent à midi, là où ils vont à la garderie et là où ils sont au centre de loisirs. C'est 2 500 000 € qui ont été investis, beaucoup plus que ce qui était prévu et ce qui avait été imaginé par les élus de Saint-Martin-Bellevue lorsqu'ils étaient en commune historique. Donc là, on passe à la deuxième étape, qui s'élève aussi quand même à 3 millions €. Cette deuxième étape, ça consiste à créer un nouveau bâtiment pour accueillir 5 classes de maternelle. Et là, on ne cache pas qu'on le fait dans l'urgence, puisqu'il faut absolument qu'on soit prêt en septembre 2022, puisqu'il y a une hausse des effectifs qui est annoncée en maternelle. Il se trouve qu'à Saint-Martin, depuis plusieurs années, on enregistre beaucoup de naissances, et puis aussi de nouvelles arrivées avec des enfants en bas âge. Donc là, le caractère d'urgence fait qu'on va essayer de relever ce défi et d'être prêt en septembre 2022. Et ensuite, il y aura une troisième étape qui consistera à rénover l'école maternelle, peut-être à créer un nouveau bâtiment pour cette école maternelle. Donc en cela, on suit le plan qui avait été imaginé par les élus de Saint-Martin-Bellevue il y a quelques années. Et à la sortie, la somme qui sera consacrée à l'école de Saint-Martin, elle sera très supérieure à celle que l'on consacre à l'école des Ollières, même si cette somme est par ailleurs déjà élevée. Alors après, vous posez une question, je ne comprends pas vraiment le sens. Vous dites, quel est l'intérêt du Grand Annecy pour les habitants de notre commune? Oui, en gros, sans doute, vous voulez que je vous dise ce qu'apporte le Grand Annecy pour les habitants de Filière. Alors, déjà, il faut bien que je vous précise quelles sont les compétences du Grand Annecy. Le Grand Annecy peut intervenir que dans ces domaines de compétences, c'est-à-dire les personnes âgées. Et là, il y a un vrai apport, puisqu'il y a plein d'animations qui sont mises en place par le conseil d'action sociale du Grand Annecy, des animations évidemment à destination des aînés, mais on en profite pleinement sur notre territoire depuis 2017. Une deuxième compétence, c'est l'économie. Alors là, effectivement, c'est beaucoup moins visible. Le Grand Annecy s'occupe d'accueillir les entreprises, de leur mettre à disposition des terrains, de faire en sorte de développer de nouvelles filières. Il y a un soutien très fort qui est apporté à l'université de Savoie-Mont-Blanc, ce qui permet aussi à nos enfants d'aller à cette université sans être obligés de partir très loin. Il y a aussi un avantage économique qui est évident. Le Grand Annecy s'occupe aussi d'aménagement du territoire. Donc là, c'est une compétence qui n'est pas forcément non plus très visible, puisque ça consiste à gérer les documents d'urbanisme. Et en ce moment, donc, on élabore un PLU, un plan local d'urbanisme à l'échelle intercommunale, qui en principe rentre en vigueur en 2026, fin 2025, et qui intègre les 3 grandes problématiques du territoire: la mobilité, le logement, et puis l'environnement, puisque ce PLUI, il est H, habitat, M, mobilité, et B comme bioclimatique. Une autre compétence du Grand Annecy, c'est celle qui concerne l'environnement. Donc l'environnement, dedans on met l'eau potable, on met la valorisation des ordures ménagères, la qualité de l'air, et là il y a des actions qui sont mises en place, et notamment au cours de ce mandat, il y a deux grandes actions qui vont être menées. On a élaboré un plan climat-air-énergie territorial, donc il y a des millions d'investissements qui vont être réalisés pour améliorer la qualité de l'air, pour réduire la quantité de gaz à effet de serre, notamment en rénovant les bâtiments publics et les bâtiments privés. Il y a des aides importantes qui sont accordées pour la rénovation énergétique. Il y a des actions qui vont être menées évidemment pour la mobilité, puisque la 5e grande compétence, c'est la mobilité. Vous savez peut-être que dans 2 soirs, dans 48 heures, donc jeudi soir, on va voter pour mettre en place un mode de transport lourd, un mode de transport performant. Donc il y a un grand débat pour savoir si ce sera un tram ou un bus à haut niveau de service, pardon. Mais en tout cas, c'est une action qui va contribuer à réduire le nombre de voitures, on l'espère, et donc la quantité de gaz à effet de serre qui est émise.
Et puis, à travers la compétence mobilité, il y a quand même pas mal de bus, de cars qui sont arrivés sur notre territoire. Alors, c'est plus ou moins vrai selon les villages. Hein. C'est vrai qu'Évire et Zolière n'en bénéficient pas pour le moment, mais l'engagement, c'est que dès l'année 2022, les bus arrivent dans ces 2 communes déléguées. Et donc, par contre, à Viernoz, à Saint-Martin-Bellevue, à Thoranglières, on a quand même beaucoup plus de cars qu'autrefois. Donc ça, c'est un vrai apport du Grand Annecy. Et je sais que c'est très apprécié par une partie de notre population, notamment par les plus jeunes, qui sont pleinement saisis de la question de la mobilité et qui utilisent ces transports pour se rendre à Annecy le week-end, le mercredi, voire pour leurs études. Alors après, vous posez aussi une question sur les conseillers municipaux. Donc à juste titre, vous avez constaté qu'on était 33 conseillers municipaux, alors que pour les communes de notre taille, c'est-à-dire de moins de 10 000 habitants, en principe c'est 29. Alors ça, c'est une particularité qui est liée à la commune nouvelle, puisque lorsqu'on a fusionné en 2017, on a gardé tous nos conseillers municipaux, et pour l'élection suivante, les communes nouvelles sont classées dans la strate des communes supérieures. Donc aujourd'hui, on est considéré comme étant une commune de plus de 10 000 habitants. Mais en 2026, donc en principe, tout reviendra dans l'ordre. Hein. On sera considéré comme une commune, entre guillemets, normale. Donc on aura droit à 29 conseillers municipaux et non 33, sauf si d'ici là, on a franchi la barrière des 10 000 habitants, ce qui est probable. Alors, pour le compte-rendu, puisque vous vous demandez si on pourrait mettre à disposition des habitants via notre site internet un compte-rendu un peu plus exhaustif des débats. Or ça, oui, hein, ça, je prends cet engagement. On pourra mettre en ligne un compte-rendu un peu plus détaillé que celui qu'on met en ligne, qui est un compte-rendu sommaire qui relate simplement les délibérations et puis les votes. Alors, M. Sinel a posé beaucoup de questions. La dernière, alors, comme vous le soulignez, elle n'est pas de notre ressort, mais vous souhaiteriez savoir si il est prévu un aménagement de la sortie 18 de l'autoroute. En fait, c'est justement à Saint-Martin-Bellevue, puisque effectivement, il y a des gens qui viennent d'Annecy, qui quittent l'autoroute pour la reprendre quelques mètres plus loin, ce qui leur permet d'économiser 2 €, hein, c'est aussi bien le matin que le soir, ce qui crée effectivement une circulation intense autour du rond-point à l'entrée de Burgaz. Alors ça, j'ai fait remonter ce sujet à de nombreuses reprises à l'AREA, en principe qui gère cette question. Encore récemment, j'ai eu un mail de la responsable en me disant qu'elle avait bien transmis à la personne qui s'en occupait. On n'a pas de retour, mais effectivement, c'est une aberration et on continuera nos démarches pour que l'AREA elle traite rapidement cette question et pour dissuader les gens de faire ces manœuvres. Alors, une question de Jordan Chalut qui concerne Usillon, et donc qui me demande ce qu'on va mettre en place pour ralentir la vitesse des automobiles qui traversent le hameau. Alors, Jordan, comme tu le sais, je pense, c'est vrai qu'on a concerté à plusieurs reprises la population. On a fait un essai, on avait mis en place ce qu'on appelle des coussins berlinois. On a fait une réunion tout récemment, vendredi dernier, pour finaliser les travaux que l'on va mener. Bon, on est un peu surpris parce qu'il y a très peu d'habitants qui se sont déplacés, mais on avait fait un sondage, et donc le sondage, il montre qu'une large majorité des habitants souhaitent qu'on mettre en place des ralentisseurs de manière définitive. Donc on va essayer de faire les travaux le plus rapidement possible. On va essayer de le faire avant l'hiver, hein, donc en fonction des conditions météo, durant le mois de novembre. Si c'est pas possible, en tout cas ça sera fait au printemps. Alors je sais que cet aménagement, on le citait tout à l'heure à propos des questions de M. Sinel de Saint-Martin, ils font pas l'unanimité, mais c'est la demande de la majorité des habitants d'Usillon, et c'est vrai que c'est une route qui est très fréquentée, notamment avec le plateau, et principalement en hiver. Alors, Sandrine Métral me demande où est la future zone des voisins. Alors, ce qu'on appelle la zone des voisins, c'est une zone qui, en principe, doit accueillir des activités économiques, donc des entreprises. Elle se situe sur la commune de Saint-Martin-Bellevue, près d'Allonzier-la-Caille, c'est-à-dire c'est près de la zone artisanale d'Allonzier-la-Caille, là où se trouve LP Charpente. C'est des terrains donc, qui sont un peu à l'est. Alors aujourd'hui, dans le PLU de Saint-Martin, cette zone est inscrite, mais il y a beaucoup de questions qui sont posées par rapport au caractère notamment agricole des terrains qui doivent composer cette future zone.
La réponse de l'État pour valider cette zone est très réservée. On va approuver le PLU de Saint-Martin-Bellevue au mois de décembre. Et voilà, à l'heure actuelle, je ne peux pas garantir que cette zone, elle sera conservée dans le PLU. Mais voilà, en tout cas pour la question que vous posez, donc on est à Saint-Martin, à la limite d'Allonzier-la-Caille. Alors Madame Gur me pose une question par rapport à l'organisation des services périscolaires. Alors bon, la rentrée était effectivement extrêmement tendue, ça je peux vous le confirmer. Et donc vous interrogez sur la prise en compte de l'accroissement de la population à venir, capacité d'accueil de la cantine, capacité des écoles maternelles primaires. Ah oui, on a commencé à en parler à travers la question qui était posée sur l'école de Saint-Martin. On a lancé une étude démographique pour essayer de jauger combien la population scolaire va augmenter durant les prochaines années. Donc ces études, pour moi, elles ne sont pas totalement finalisées parce qu'on a demandé un complément. On n'était pas très satisfait de l'étude qui avait été menée, mais on sait notamment que la population scolaire va sans doute continuer d'augmenter, principalement à Saint-Martin-Bellevue et à Thoranglières, puisque c'est là qu'on a les plus gros projets d'aménagement. Donc oui, bien sûr qu'on réfléchit à l'extension des écoles concernées. La cantine, ben oui, effectivement, à Thoran notamment, cette cantine, elle s'avère maintenant sans doute trop petite par rapport aux horaires scolaires, parce que partout ailleurs, on peut faire 2 services. À Thoran, étant donné que les enfants n'ont qu'1h30 à midi, c'est très difficile de mettre en place 2 services. Donc la première piste de travail qu'on a mis en place, c'est avec le Grand Annecy qui gère les transports scolaires, réfléchir peut-être à une extension du temps méridien. Ce qu'on appelle le temps méridien, c'est de midi, de le passer à 2 heures, ce qui veut dire que les enfants commenceraient comme dans toutes les autres écoles à 8h30 et non plus à 9h, ce qui permettrait de mettre en place 2 services. Après, on réfléchit aussi effectivement à une extension de cette école. En tout cas, par rapport à la situation tendue que vous évoquiez, à la rentrée, il faut peut-être expliquer pour tout le monde, elle est liée à notre difficulté à recruter. Alors, on n'est pas la seule collectivité. Toutes les collectivités d'Haute-Savoie et toutes les entreprises sont confrontées maintenant à cette difficulté, et c'est vrai qu'on est assez inquiet pour l'avenir parce que pour rendre des services publics on a besoin d'agents, et en Haute-Savoie la situation est extrêmement tendue, on connaît les raisons. D'un côté la cherté de la vie, de l'autre les offres d'emploi qui sont de plus en plus nombreuses à Genève. Donc on est vigilant, on essaye de mettre en place une politique de ressources humaines améliorée pour rester attractif. Mais on craint de devoir vivre désormais avec cette tension de manière un peu permanente. En tout cas, il y a une vraie réflexion sur l'accueil des enfants et effectivement l'extension des écoles de Saint-Martin-Bellevue et de Thoranglières. Alors, Michael Redich qui demande: la fusion devait mutualiser les services et renforcer les moyens. Ben, ça, je peux vous confirmer que c'est bien le cas. Les services sont mutualisés et on a plus de moyens, ce qui nous permet d'ailleurs d'afficher un plan pluriannuel d'investissement de 28 millions d'euros. Alors par contre, après, voilà, Monsieur Reddy, je trouve que bon, si les centres-bourgs sont bien entretenus, que les hameaux le sont moins. Alors là, pourtant, on essaye de faire en sorte que les hameaux soient traités comme les communes-centres. C'est vrai qu'on a quand même une commune qui est immense, hein, c'est 160 hameaux peut-être, voire plus. Donc nos agents sont vigilants, on a aussi des problèmes de recrutement. Et donc l'année 2020, 2021, au moins le début, était difficile parce qu'il nous manquait des agents. On a essayé de compenser en faisant appel à des entreprises extérieures. Là, depuis quelques semaines, nos services sont fonctionnels. On a, chaque fois qu'il y a un poste, on a un agent en face, ce qui permet effectivement de couvrir un peu plus tout le périmètre de la commune. Après, voilà, on est aussi face à des exigences de plus en plus grandes, hein. Ça, voilà, il ne faut pas le cacher, hein. On a des attentes qui sont toujours plus fortes, toujours plus de demandes de services publics. Voilà, et il y a une réalité financière aussi. Donc on essaye d'entretenir les hameaux comme on entretient les communes-centres, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, notamment quand il y a des grosses averses. Nos agents ne peuvent pas intervenir dans tous les hameaux en même temps. Alors Madame Pézère me demande s'il serait possible de mettre un sens unique dans la route, plutôt de mettre la route des Gros Chênes dans les 2 sens, puisqu'aujourd'hui il y a plutôt un sens unique, ou mieux encore de la réserver aux vélos
puisque effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent en vélo pour aller au travail. Donc Madame Pézère fait partie de ces personnes. Alors, il faut savoir que la route du Gros Chêne que vous évoquez, elle est entièrement sur la commune d'Argonay. Donc ça, c'est une discussion qu'on peut avoir avec la commune d'Argonay et le Grand Annecy, qui a aussi la compétence pour le vélo. Je sais qu'il y a un schéma cyclable qui est en cours d'élaboration. Alors je ne sais pas si cet axe, il figure dans ce schéma cyclable, mais il n'est pas totalement finalisé. Donc ça, je vais regarder avec les services du Grand Annecy. Je vais en parler à mon collègue Gilles François, qui est maire d'Argonay, et peut-être effectivement à réfléchir à mettre en place en tout cas des marquages, faciliter le déplacement des vélos, et pourquoi pas autoriser au moins la circulation en double sens pour les vélos. Je pense que pour les voitures, c'est exclu parce que la route est quand même étroite et il y a une pente assez forte, mais on peut peut-être l'envisager pour les vélos. Là, je me rapprocherai de mon collègue et du Grand Annecy. Alors, Monsieur Brunet, alors lui se plaint il regrette que la fusion ait laissé un peu à l'abandon les communes déléguées et que tout est concentré à Torrent. Je peux vous garantir que c'est absolument pas le cas. Il suffit de regarder le PPI et comment les investissements sont répartis entre les 5 villages. Monsieur Brunet, je pense que vous habitez aux Olières. On va quand même construire une école pour un montant de 5 400 000 euros, ce que la commune des Olières, s'était restée seule, n'aurait jamais pu réaliser, sans compter d'autres investissements. Donc là je suis désolé, ce n'est pas du tout les orientations des élus. Tous les villages, les 5 communes déléguées sont traitées de la même manière et on investit dans toutes les communes de la même manière. Alors, alors il y a une autre question qui porte aussi sur l'aménagement du centre de Torrent. Où en est-on? Donc, dans le PPI, on a inscrit une somme pour réaliser une première tranche, puisque c'est vrai que cet aménagement, il avait été conduit avec les habitants. Il y a ce qu'on appelle un plan guide qui a été élaboré par les habitants, avec les élus puis le bureau d'études qui nous accompagnait. Et donc il y a 5 tranches qui sont prévues, 5 tranches de travaux, pour un montant relativement élevé. Au total, c'est 5 millions. Donc dans le PPI, on a inscrit une première tranche, c'est la partie centrale, qui s'élève quand même un peu plus d'1 million, on est quasiment 1 500 000 euros. Après, on attend aussi le retour des éventuelles subventions, puisque pour ce type de travaux, évidemment, on sollicite nos partenaires habituels, c'est-à-dire le département, la région, l'État. Donc là, on n'a pas déposé de dossier, parce que pour l'année 2022, les priorités, ce sont donc les groupes scolaires des Olières et de Saint-Martin-Bellevue. Mais ces travaux, il est prévu qu'on commence à les engager en 2023. Ils seront plutôt réalisés en 2024, parce que parallèlement à Torrent-Glières, on va aussi raménager le centre-bourg d'Avernoz. Et donc, lorsqu'on aura un peu plus de lisibilité sur les subventions, on pourra voir si on peut aller au-delà d'une tranche, voire entamer une deuxième tranche. Mais à l'heure actuelle, dans le PPI, on n'a pu inscrire qu'une seule tranche. Alors, Monsieur Brunet me dit qu'il vit plutôt sur Saint-Martin. Donc, pour les 5 classes, oui, alors qu'il me pose une question, confirmez-vous l'ouverture de 5 classes à Saint-Martin-Bellevue? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Alors depuis la dernière réunion publique, effectivement, les pelles ne sont pas encore arrivées, les travaux n'ont pas commencé, parce qu'on a recruté un architecte, donc l'architecte il travaille. On va lancer une consultation puisqu'on va travailler avec une entreprise ici qui aura des sous-traitants. Donc les choses vont vraiment être lancées fin d'année, début 2022. Et donc, c'est les entreprises qu'on a contactées qu'on s'engage à réaliser les travaux dans un délai très court et nous garantissent que tout sera prêt pour le 1er septembre 2022. Mais voilà, les travaux commenceront qu'au printemps 2022 pour un délai de 6 mois. Donc oui, même si vous n'avez rien vu sur le terrain depuis la dernière réunion publique, je peux vous dire que c'est le dossier prioritaire, parce que pour l'école des Olières, les choses sont calées. Voilà, donc on sait que les travaux ont commencé et là tout est arrêté. Par contre, là, toute énergie, enfin quand je dis la mienne, celle des services, celle des élus, est consacrée à l'école de Saint-Martin-Bellevue actuellement.
Alors, bon, Monsieur Dutin constate que les abords d'écoles publiques de Thoranglières, ben oui, sont souvent sales et délabrés. À quand une surveillance renforcée à ce niveau-là? Ben oui, c'est des choses qui ne nous ont pas échappé ni à nous ni aux gendarmes, qu'on sollicite, on leur demande de passer régulièrement devant cette école. Alors, on peut déplorer ces incivilités qui sont le fait de quelques individus que tout le monde connaît, je pense pouvoir le dire. On est intervenu auprès des familles concernées. On ne peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de progrès. C'est vrai que ces incivilités, elles coûtent très cher à la collectivité. Elles vous coûtent très cher puisque ce sont vos impôts qui financent les réparations. Donc oui, bien sûr qu'on envisage des solutions de surveillance renforcées. Donc on a fait appel à la gendarmerie puisqu'il y a un service spécialisé dans la mise en place de ce qu'on appelle la vidéoprotection. Donc il y a un diagnostic qui a été fait, qui va nous être présenté dans quelques jours. Et au budget, on a inscrit une somme de 80 000 € pour installer des caméras devant tous les bâtiments publics et pas qu'à Thoranglières, parce qu'on a souvent ce reproche. Donc dans tous nos villages, on va essayer de protéger les bâtiments publics, les centres-bourgs. C'est vrai que quelque part c'est un peu regrettable d'être obligé d'installer des caméras pour avoir une certaine tranquillité, mais c'est vrai que ces incivilités se multiplient. Et puis on a aussi une deuxième réflexion, c'est la création d'une police alors qui serait soit municipale, soit ce qu'on appelle intermunicipale ou pluricommunale. Voilà, ça peut porter plusieurs noms. C'est-à-dire qu'on réfléchit avec les communes voisines pour mettre en place notre propre police municipale, ce qui permettrait d'avoir des agents plus disponibles, finalement à portée de main, et aussi ça serait une réponse à apporter aux problèmes que vous soulevez. Alors, Monsieur Redich pose une nouvelle question. En tout cas, on peut le faire dans une salle à Thoran, évoquer effectivement les problèmes que vous rencontrez, les solutions qu'on peut apporter, parce qu'effectivement, le lieu, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants, je connais bien le lieu, et qu'il y a aussi pas mal de passages, et que tout le monde ne respecte pas les limitations de vitesse. Alors, vous signalez qu'il y a 3 assistantes maternelles et 30 enfants de 2 à 18 ans. Donc oui, il n'y a pas de problème. Là, on est ouvert à une réunion avec vous. On l'a fait à 2 reprises à Saint-Martin, on l'a fait aussi à Thoranglières, on l'a fait il y a quelques mois à Ivire. Donc voilà, partout il y a des demandes, on préfère effectivement discuter directement avec les habitants, bien recueillir leurs souhaits et puis bien prendre conscience des problèmes. Et ensuite, avec les services techniques, on essaye d'apporter la réponse la plus appropriée. Alors, Madame Gur pose une question au sujet du projet ZAC de Bognon, évoqué dans le bulletin municipal. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, ce qu'on appelle une ZAC, c'est une zone d'aménagement concerté. C'est que dans le PLU de Thoran, il y a plusieurs zones constructibles qui sont situées au centre-bourg. Donc, la Meurise, bon, c'est à côté du cimetière. Donc là, il y a 95 logements qui sont en cours de construction, qui devraient être livrés fin du printemps 2022. Et puis, il y a des terrains entre ces constructions et le rond-point qui est situé à l'entrée du village. Ce qu'on appelle la ZAC de Bognon, ce sont les terrains qui sont situés entre le rond-point et le ruisseau, qui s'appelle le ruisseau de Bognon, qui est juste avant le champ qu'on appelle la Meurise. Donc là, ce projet de construction, on a décidé de se donner vraiment les moyens d'avoir un projet exemplaire. Donc on est associé avec les services du Grand Annecy. Et donc la réflexion va commencer, c'est-à-dire qu'il y a des phases d'études, études environnementales, d'études géotechniques aussi pour bien connaître la nature du terrain. On a un projet aussi urbain à bien définir. On va associer la population. C'est prévu que la population elle soit associée à la réflexion. L'objectif, c'est vraiment de faire un quartier exemplaire en matière architecturale, en matière de qualité de vie pour les futurs habitants,
en matière aussi de prise en compte de l'environnement, parce que on souhaite construire un petit écoquartier, c'est-à-dire que la biodiversité soit bien prise en compte, que le réchauffement climatique aussi soit pris en compte, et puis aussi en termes d'habitat. C'est-à-dire quel type de logement on construit. Notre volonté, c'est vraiment de construire pour les habitants de notre commune, pour les jeunes, pour ceux qui travaillent dans notre commune ou qui travaillent en Haute-Savoie. Et donc, ces réflexions, elles viennent de débuter. Je dis, il y a une concertation qui est prévue avec la population, donc tout au long du projet. Alors, c'est un projet qui va prendre quand même quelques temps. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la ZAC du Bognon. Donc, c'est effectivement tout près de la Meurise. C'est en gros les dernières grandes zones constructibles à Thoranglières, puisque on a décidé dans le PLU précédent, mais ça sera la même chose dans le futur PLU qui sera intercommunal, c'est d'arrêter de miter le territoire. Ce qu'on appelle miter le territoire, c'est de construire le long des routes, de construire un peu partout et de concentrer les constructions là où il y a des transports en commun, là où il y a des services, des commerces, c'est-à-dire dans les centres-bourgs. Donc à Thoranglières, logiquement, c'était les seuls terrains disponibles. Et là, c'est vraiment le grand projet d'aménagement pour les 10 prochaines années à Thoranglières. Alors, il y a une autre question qui est posée par Carole Rigolo-Perrotte sur le PLU. Alors, où en est le prochain PLU? Le prochain PLU ne sera pas de Thoran, puisque le prochain plan local d'urbanisme, il sera intercommunal. Et le travail a commencé, puisque c'est le Grand Annecy qui désormais est compétent en matière d'urbanisme. L'élaboration de ce PLU intercommunal a été votée déjà en 2018. Alors, le travail il a réellement commencé, puisque bon, il y a eu les élections, la crise. Il a vraiment commencé début 2021. Moi, je vous invite à aller sur le site du Grand Annecy. Il y a une page entière qui est dédiée au PLU intercommunal qui permet d'être informé sur le calendrier, sur les étapes, puisque ce PLU va se construire avec la population. Là aussi, il y a des concertations prévues à chaque grande étape. Ça a commencé au printemps 2021. Alors c'est vrai que c'est dans une période un peu difficile. On a mené des ateliers avec des habitants. D'ailleurs, il y avait pas mal d'habitants de filière qui ont participé. On va faire des réunions publiques au premier trimestre 2022 pour partager avec la population ce qu'on appelle le diagnostic. Le diagnostic, c'est l'état des lieux, c'est-à-dire on en est où aujourd'hui, et donc on échangera, on va prendre en compte vos remarques. Donc le but de ces réunions publiques, c'est d'enrichir ce diagnostic, et puis on vous annoncera les étapes futures. Je le disais tout à l'heure, l'objectif c'est de terminer ce PLU intercommunal fin 2025. Il faudrait vraiment qu'il soit approuvé au milieu 2025 pour être opérationnel fin 2025, puisque les enjeux sur notre territoire sont énormes en matière de logement, de déplacement, en matière d'environnement également. Alors, Madame Lagata me pose... voilà, on est toujours dans l'urbanisme. Là, ça concerne le PLU de Saint-Martin. Et comment se fait-il que les zones d'urbanisation ne soient plus respectées? Alors, le PLU de Saint-Martin, on arrive au terme, puisqu'il va être approuvé par délibération du Conseil communautaire de Grand Annecy en décembre, dans quelques semaines. Pour la révision de ce PLU, on a dû prendre en compte toutes les nouvelles lois qui ont été votées ces derniers mois par les parlementaires. On a dû aussi se caler sur le SCOT, puisque je trouve que la particularité du PLU de Saint-Martin, c'est qu'il n'avait pas été révisé depuis 2009. Le travail a été lancé depuis 2009, et donc aujourd'hui, il n'y a plus de documents d'urbanisme à Saint-Martin. Bon, c'est un peu technique, mais c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique. Donc, il n'y a plus vraiment de documents valables à Saint-Martin, et c'est l'État qui instruit les documents d'urbanisme. Alors, c'est vrai qu'à l'occasion de l'élaboration de ce PLU, on a dû se réinterroger sur toutes les zones qui étaient constructibles autrefois, et donc on a été contraint de réduire les zones d'urbanisation, puisqu'aujourd'hui ce sont les consignes. Le SCOT, il avait attribué à chaque commune un certain nombre d'hectares constructibles, un certain nombre de logements. Il se trouve qu'au cours des dernières années, on a beaucoup construit à Saint-Martin. On a consommé un peu d'espace agricole et naturel, mais on a surtout beaucoup construit. Et donc là, nos capacités étaient très limitées. Donc on a dû se caler sur les objectifs qu'impose ce qu'on appelle le SCOT, c'est le schéma de cohérence. C'est
des documents qui sont au-dessus des PLU et qui s'imposent aux PLU, et l'État veille à ce que les SCOT ils soient bien respectés lorsqu'on élabore un PLU. Donc oui, il y a des terrains qui étaient constructibles, qui ont été retirés de la constructibilité, et donc qui sont redevenus agricoles ou naturels. Voilà, mais c'est les lois, et là il y en a une qui est en cours de préparation, qui va bientôt être votée, qui va imposer à toutes les communes dans les 10 prochaines années de diminuer leur consommation naturelle des terrains naturels et agricoles par 2, et à l'horizon 2050, on ne pourra plus consommer ni terrain agricole ni terrain naturel. Bon, c'est une vraie inquiétude, puisqu'on constate que chaque année, on consomme quand même des quantités énormes de terrains agricoles. Il y a un enjeu évidemment pour l'alimentation, il y a un enjeu pour la biodiversité. Donc nos parlementaires ont décidé de légiférer. Et là, ça va être effectivement dans l'avenir, voilà, les surfaces constructibles vont encore être réduites fortement. Alors, Madame Favre pose une question sur les parkings, et notamment à Torrent. Je pense avec ces nouvelles constructions, comment on va les gérer. Alors, bon, dans chaque logement quand même construit, on impose 2 places de parking. C'est la première chose. C'est vrai que c'est pas toujours respecté, parce que ensuite les gens, souvent dans les garages, ils mettent les vélos, les skis, tout un tas de choses, et donc on n'y met pas les voitures. Donc les voitures, elles sont à l'extérieur. C'est vrai que dans le cadre de la réflexion qu'on va mener sur la ZAC que j'évoquais du Bognon, il y a une réflexion aussi avec le Grand Annecy qui va être menée sur les parkings. L'idée, c'est d'aménager un parking public qui pourrait servir aussi de parking de covoiturage pour le plateau des Glières, puisqu'on sait que l'hiver, il y a beaucoup de gens qui vont au plateau des Glières. Il y en a qui covoiturent, qui se garent sur les parkings à Torrent, hein, ce qui vient saturer encore un peu plus ces parkings. Il y a la volonté du Grand Annecy et de la commune de réduire le nombre de voitures qui montent au plateau des Glières. Il y a tout un tas de minibus qui ont été mis en place durant la saison précédente, le mercredi, les week-ends et pendant toutes les vacances scolaires. Cet effort, il va être poursuivi évidemment durant l'hiver qui arrive. Il y a des cars aussi qui partent d'Annecy. Simplement, si on veut que les gens ne montent pas au plateau, il faut offrir des parkings de covoiturage. Et puis, c'est vrai que dans tous les centres-bourgs aujourd'hui, il y a ce problème des parkings, puisqu'on construit, et effectivement, c'est plus de 2 voitures par ménage. Donc oui, cette réflexion elle sera bien prise en compte dans le cadre de la réflexion qu'on va mener sur cette nouvelle zone constructible à Torrent-Glières, et plus généralement sur le raménagement de tout le centre-bourg de Torrent. Alors, Monsieur Mondésir me dit qu'il a écrit par rapport à des problèmes d'incivilité à la zone des glacières, qu'il n'y a jamais de patrouille de police, des personnes alcoolisées en voiture. Bon, alors effectivement, la glacière, je pense que c'est lié à la boîte de nuit, hein, qui se trouve à cet endroit. Alors, les gendarmes, ils sont... Alors, peut-être qu'on ne vous a pas répondu, mais les gendarmes... Ils se rendent quasiment tous les week-ends à cet endroit, hein, lorsque la guinguette, hein, puisqu'elle s'appelle comme ça, cette boîte de nuit est ouverte, le samedi, le dimanche, le vendredi soir. Des contrôles alcoolémiques, il y en a aussi. Voilà. Mais c'est vrai que les gendarmes, ils couvrent un secteur relativement vaste. Ils ne peuvent pas être partout en même temps. Mais je vous garantis qu'ils sont parfaitement informés de ce qu'il se passe, hein, et qu'ils sont relativement présents en ce lieu. Après, il est aussi évident que le fait d'avoir une police municipale, ça permettrait aussi de traiter ce genre de problème, et de le traiter sans doute plus rapidement, puisque ça veut dire plus de proximité. Alors, Monsieur Redich revient à l'assaut avec une nouvelle question. Est-il possible d'envisager un rond-point à la sortie des Vires côté gare? Alors là, il ne vous a pas échappé que le conseil départemental, parce que là on est sur une route départementale, a aménagé un nouveau rond-point. Alors là c'est plutôt Étaux, hein, c'est la route qui va vers Cruseilles. C'est vrai que c'est un carrefour relativement dangereux. Celui des Vires que vous citez l'est également, mais ça me paraît difficile de construire 2 ronds-points aussi proches. Voilà, en tout cas, ces problèmes de sécurité, on les remonte régulièrement auprès de nos conseillers départementaux, et notamment du vice-président en charge de la voirie que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Ils sont parfaitement informés, hein, des difficultés que pose ce croisement. Pour le moment, il n'y a pas de rond-point prévu, voilà, mais c'est une question qui est sur la table. Alors, Madame Métral revient à l'urbanisme.
Alors, me dit, c'est plutôt une bonne chose de réduire la consommation des terres agricoles. Et alors, oui, elle parle de la zone des voisins. C'est tout de même décevant qu'après 10 ans de réunion, celle-ci n'est pas sûre d'avoir lieu. Surtout quand on voit le nombre de nouvelles constructions. Alors, oui, alors c'est vrai que cette zone des voisins, Madame Métral, apparemment vous êtes bien informée. C'est vrai qu'on en parle depuis de nombreuses années, 10 ans, voire plus. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, pour construire, les conditions se sont durcies. Il y a tout un tas d'études, notamment environnementales, qui sont nécessaires. Et voilà, je ne suis pas rentré trop dans le détail tout à l'heure, mais il se trouve que sur la zone des voisins, il y a une zone humide très importante. Cette zone humide, elle fait plus d'1 hectare. Et donc, maintenant, on doit prendre en compte ce qu'on appelle l'espace de bon fonctionnement d'une zone humide. Et là, c'est aussi 1 hectare. Donc, côté Saint-Martin-Bellevue, il y a 7 hectares et demi. Il y a 2 hectares donc, qui sont inexploitables. Donc effectivement, on est obligé de s'interroger sur la pertinence de cette zone. Alors c'est vrai que le Grand Annecy, qui a la compétence économie, souhaite quand même pouvoir disposer de ces terrains. Mais aujourd'hui, on a des réticences très fortes de la part des services de l'État, notamment à cause de la présence de ces zones humides. Et puis aussi, il y a une autre autorité environnementale qui est amenée à se prononcer sur ces zones humides, et là aussi qui émet de très fortes réserves. C'est pour cela que tout à l'heure je disais qu'on n'était pas du tout sûr que ça aboutisse à des aménagements. Après, moi je concède que les zones humides c'est quand même précieux. Aujourd'hui, l'eau c'est quelque chose de rare, on s'en rend compte, et que les zones humides elles jouent un rôle essentiel pour la qualité de l'eau. Donc ça semble logique qu'on les protège, mais effectivement ça vient remettre en cause l'aménagement de cette zone. Alors Madame Manzano me demande s'il serait possible d'envisager une navette de bus qui ferait Nantes-Iselle-le-Bourg pour les enfants qui vont au collège Annecy. Ah oui, parce que les enfants, voilà, il y a des bus qui ramènent les enfants à 17h30 au village, mais après ils restent bloqués. Ah oui, pour les personnes qui travaillent. Alors là, c'est vrai que c'est pas la commune qui a la compétence transport scolaire, ni la compétence d'ailleurs transport, elle appartient au Grand Annecy. Aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont menées par le Grand Annecy, je le disais pour nos villages qui ne sont pas desservis, les Olières et Vire, et donc ça prend la forme de ce qu'on appelle le transport à la demande. C'est-à-dire que voilà, les gens ont des besoins, ils informent 24 heures avant le service transport du Grand Annecy, qui ensuite envoie une voiture, un minibus, selon le nombre de personnes concernées. Donc ça, en principe, ça devrait se mettre en place. Et peut-être que dans ce cadre-là, on pourrait traiter ces besoins. Mais d'un autre côté, là, on est dans le cadre du transport scolaire. Donc là, effectivement, moi, je veux bien aborder le sujet avec le Grand Annecy, puisque c'est lui qui a la compétence. Je sais qu'à Évire, le problème est souvent remonté. Les enfants qui fréquentent, enfin les lycéens, ne sont plus vraiment des enfants, mais les adolescents qui vont au lycée sont bloqués à la gare de Groisy et il n'y a pas de transport ensuite vers le village d'Évire. Donc là, c'est une réflexion qu'on doit mener effectivement avec le Grand Annecy et voir comment on peut... quelle réponse on peut apporter aux besoins que vous évoquez, en sachant tout de même que, en principe, la priorité est donnée au lycée de secteur. Le lycée de secteur de la commune de Filière, c'est le lycée d'Argonnet. Mais bon, voilà, ça n'empêche que je prends en compte votre demande et je vais l'étudier avec les services compétents. Alors après, une autre question pour les trottoirs à Nantes-Iselle, du chemin de chez Grégoire jusqu'aux arrêts de bus. Là, ouais, on parlait de problèmes de sécurité. C'est vrai que quand je dis que partout on nous demande de ralentir, de limiter la vitesse, voire de sécuriser les déplacements piétons, hein, ce sont des demandes qui sont légitimes, mais on est quand même une commune rurale, on vit à la campagne, on a 165 km de voies communales, je ne compte pas les routes départementales. Il est totalement impossible de sécuriser toutes ces routes, de mettre des trottoirs tout le long des routes. Donc effectivement, on essaye de traiter les secteurs les plus dangereux. Alors, ce que je peux vous annoncer, c'est qu'on a mis en place un conseil citoyen. Le conseil citoyen, il est constitué d'habitants de Filière qui se réunissent pour évoquer certains problèmes. Ils s'auto-saisissent, ils décident de traiter certains problèmes. Nous, on leur demande aussi d'en traiter d'autres. Et donc, on a relancé ce conseil citoyen la semaine dernière. Une des questions qu'on leur a demandé de traiter, et qu'on va les aider, mais on souhaite vraiment que
que vous, citoyens, vous réfléchissiez à ces questions, c'est celui de la sécurisation, justement, des routes communales. Puisqu'on voilà, nous demande des trottoirs, on demande des ralentisseurs, puis d'autres dénoncent les ralentisseurs, hein, vous l'avez peut-être entendu ce soir. Donc on souhaite vraiment s'appuyer sur la population, donc sur ce conseil citoyen, pour apporter la réponse la plus pertinente. Alors, Madame Fa me fait remarquer que zone humide, effectivement, au Bognon, il y a une zone humide, et là, on la déplace. C'est pas tout à fait qu'on la déplace, hein. Bon, le Bognon, il se trouve que c'est quand même des terrains qui sont quand même appropriés au développement de la construction, puisque là, on est en plein cœur du village, on compense. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, chaque fois qu'il y a une zone humide, bon, il y a un triptyque qui s'appelle éviter, réduire, compenser. Ah, donc, dans un premier temps, on essaie d'éviter. Quand on peut pas éviter la zone humide, ben, on réduit l'aménagement. Donc, c'est ce qui est proposé, par exemple, aux voisins. On nous dit, ben, il y a 2 hectares, vous ne pouvez pas toucher. Et si on ne peut pas réduire, c'était le cas au Bognon, on compense. C'est-à-dire que l'aménageur de ces 95 logements, il a dû acheter des terrains sur lesquels se trouvaient des zones humides. Et en fait, c'est 2 ou 3 fois plus que la zone humide que l'on détruit, hein, parce que là, clairement, il faut dire, c'est bien de la destruction de zone humide. Donc, on doit remettre en fonction une zone humide qui fonctionne mal. Donc, c'est ce qu'a dû faire le promoteur. Il l'a fait d'ailleurs sur la commune de Torrenglière, hein, au hameau du Chêne. Donc, il a acheté des terrains pour remettre en fonction une zone humide qui ne fonctionnait plus. Alors, question de Monsieur Sinel sur la gare de Saint-Martin, l'Léman Express. Vous voyez, c'est encore une question qu'on a évoquée au conseil municipal d'hier soir, d'ailleurs qui se tenait à Saint-Martin-Bellevue, puisqu'on a décidé de décentraliser nos réunions maintenant. On n'a pas pu le faire durant la crise sanitaire, mais désormais on a commencé. Hein. Donc on était à Saint-Martin hier soir, le mois précédent à Viernoz, et on sera aux œillères à Évire pour les 2 prochains conseils. Oui, alors, la réouverture de la gare de Saint-Martin, maintenant, elle est actée par la SNCF et par le Grand Annecy. Il est nécessaire de construire une rampe enfin une rampe, c'est pas le mot, une passerelle. Voilà. Une passerelle pour permettre aux voyageurs de traverser la voie sans être sur la voie. Donc ça, c'est validé. Les dernières informations que l'on a tendent à prouver que la gare elle sera ouverte en 2024. Alors on en parlait hier soir, aujourd'hui il faut savoir qu'il y a des trains, ce qu'on appelle des TER, c'est les trains régionaux qui s'arrêtent à la gare de Saint-Martin. Il y a une personne qui est dans cette gare pour assurer la sécurité. Donc il y a des gens qui pourraient monter et descendre sans faire perdre de temps au train. Alors ce sont des TER, ce ne sont pas le Léman Express. Mais effectivement, on va essayer de mettre à nouveau la pression sur la SNCF pour qu'elle puisse autoriser les voyageurs à monter et à descendre de ces trains, de ces 6 trains qui s'arrêtent tous les jours en gare de Saint-Martin, parce que c'est quand même quelque chose qui rendra un service énorme aux habitants qui sont près de la gare. C'est-à-dire qu'on est quand même à 10 minutes du centre d'Évire. Je constate que la gare de Groisy est de plus en plus fréquentée. Alors sans doute phénomène Léman Express, il y a beaucoup de jeunes notamment qui vont au lycée avec le train, et c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide que le car. Donc oui, ça c'est vraiment un sujet sur lequel on essaye d'avancer. Alors Monsieur Brunet me demande quand on va instaurer une voie unique pour la route de l'église. Alors c'est vrai que ça on l'avait évoqué lors de la réunion publique, on travaille. Aujourd'hui, on est en train de mener des négociations pour l'achat des terrains, puisqu'il faut qu'on achète une bande de terre tout le long de cette route. D'un point de vue technique, les choses sont calées. Donc, on va pouvoir sans doute faire des travaux au printemps 2022. On va essayer cet automne, mais ça paraît difficile parce que le temps d'acheter les terrains, d'aller chez le notaire, de rédiger les actes, voilà, ça sera sans doute pas possible pour cet hiver. Mais le passage donc, à une voie en sens unique se fera au printemps 2022. Alors, Madame Eden soulève effectivement les difficultés pour se loger à Filière. À Filière, d'une manière générale, en Haute-Savoie et peut-être plus sur le bassin annécien, parce que c'est vrai que les prix ont beaucoup augmenté ces derniers mois. C'est un effet direct de la crise sanitaire et de la volonté de nombreux ménages de venir à la campagne, d'avoir une maison. Donc, comment répondre à ces difficultés de se loger? En construisant plus de logements aidés, plus de logements abordables. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est notre volonté pour la ZAC du Bognon. On veut vraiment
construire des logements qui soient en dessous du coût du marché pour permettre aux gens qui habitent dans notre commune de pouvoir y rester. C'est aussi un travail qu'on mène à travers le plan local d'urbanisme, le PLU intercommunal. Ce que je disais, il y a un volet H, volet habitat, et là, sur tout le territoire du Grand Annecy, on va essayer de faire en sorte que quasiment un logement sur deux, un nouveau logement sur deux, soit un logement aidé, soit un logement qui va se vendre en dessous du prix du marché, ce qu'on appelle du logement abordable. Bon, c'est des négociations qu'on mène avec les promoteurs. Ça oblige les collectivités aussi à financer, à subventionner ces logements. Mais on a bien conscience que c'est indispensable. Si on veut avoir de la main-d'œuvre, j'évoquais tout à l'heure les difficultés de recrutement qu'on a dans les collectivités, que toutes les entreprises ont. Si on veut que notre économie fonctionne, il faut offrir des logements décents aux gens qui travaillent dans notre commune, qui travaillent sur notre territoire. Alors, donc vous me demandez, Madame Eden aussi, s'il serait possible de créer un arrêt de bus à la Glacière. Il y a plusieurs familles dans la zone. Alors là aussi, hein, n'hésitez pas à nous faire remonter ces demandes. C'est le service mobilité du Grand Annecy. Hein, il y a un service transport scolaire, hein, qui est mis en place, qui s'occupe des circuits scolaires. Il y a aussi un relais territorial à côté de la mairie de Filière, à Torrent-de-Lière. Donc il ne faut pas non plus hésiter à prendre contact avec ce relais territorial, puisque c'est là que sont gérés les circuits scolaires du Pays de Filière. Mais voilà, donc en tout cas, ça aussi, c'est un sujet qu'on pourra évoquer avec le service. Alors, Madame Parks me demande s'il serait possible ou envisageable d'avoir une police municipale pour l'ensemble de toutes les communes. Oui, hein, parce qu'on parlait des problèmes d'incivilité, peut-être à Torrent, parce que j'étais interpellé sur ce sujet, mais évidemment, si on crée une police communale ou polycommunale, effectivement, cette police, elle interviendra bien sur tout le territoire de la commune de Filière et sur le territoire des communes qui sont prêtes à s'associer avec nous. Voilà. Donc on a plusieurs communes qui sont intéressées, d'ailleurs qui ne sont pas forcément que sur le Pays de Filière, il y a des communes voisines, hein, qui sont dans le Pays de Cruzeil, qui sont aussi très intéressées. Donc oui, bien sûr que la police, elle interviendra sur l'ensemble du territoire. Alors, donc Madame Favre me pose une question au sujet des sépultures. Les habitants du Million, on ne peut pas passer devant l'entrée en voiture de l'église, mais le derrière est en sens unique. Voilà, serait-il possible de le mettre sauf riverain? Alors là, effectivement, bon, c'est des sujets qui n'ont pas été évoqués jusqu'alors. Bon, alors ça ne va pas se produire si souvent que ça, mais effectivement, là, il faut qu'on réfléchisse à la solution qu'on peut apporter pour vous permettre d'accéder à votre logement, effectivement, lorsqu'il y a des sépultures. On va y réfléchir, en sachant que de toute façon, lorsqu'on aura aménagé cette fameuse ZAC du Bognon, voilà, il y aura une réponse, puisqu'il y aura une nouvelle voie d'accès depuis le rond-point qui permettra de rejoindre la route de Bognon. Mais en attendant ces aménagements, parce que ça va quand même prendre un peu de temps, oui, on va regarder ce qu'on peut faire pour vous permettre de regagner votre logement. Alors, Monsieur Chrétien me dit, j'ai manqué le début de l'intervention. Alors, rien pour l'école primaire de Saint-Martin, si, hein, je l'ai dit. Voilà, on a un plan en 3 phases. La première phase, elle est terminée. La deuxième, elle est en cours, et donc elle devrait se terminer septembre 2022. Donc, c'est la construction d'un nouveau bâtiment pour l'école maternelle. Et la phase 3, ça sera la réhabilitation de l'école primaire. Alors, bon, vous exagérez un peu quand vous dites qu'elle est en ruine, hein. Bon, on sait qu'on doit faire des travaux, qu'on doit améliorer effectivement l'état de certaines classes. On n'est quand même pas dans une situation d'insalubrité, mais oui, ça sera la 3e étape. Alors, voilà, il y a une question aussi qui porte sur le tram et le BHNS. Sur l'enjeu, les retombées en matière de mobilité. Alors là, effectivement, c'est un débat qui défraie la chronique depuis quelques semaines. C'est un débat, hélas, qui est devenu, à mon goût, beaucoup trop politique, hein, parce que là, il y a des positionnements qui sont clairement très politiciens. Bon, le Grand Annecy, il a absolument besoin d'un mode de transport performant, notamment au cœur de l'agglomération. Donc là, depuis plusieurs mois, on réfléchit à la meilleure solution à apporter. À la fois et avant tout, hein, pour traiter ces problèmes de mobilité le long du lac, cet encombrement, puisque lorsqu'on va à Annecy maintenant, voilà, notamment depuis le Pays de Filière, on se rend compte qu'il faut de plus en plus de temps, notamment le matin,
voire le soir pour sortir de l'agglomération. Donc il y a plusieurs scénarios de ces études qui ont été menées, parce qu'il y a plusieurs études qui ont été menées. Il y a deux scénarios qui ressortent. Un qui dit effectivement il faut mettre du BHNS, hein, c'est bus à haut niveau de service, c'est-à-dire c'est sur des sites qui sont entièrement dédiés. Hein, c'est des sites où il n'y a plus de voitures, hein, ne circulent que des bus. Donc ça veut dire un cadencement plus fort, hein, des bus en gros toutes les 10 minutes, donc qui circulent beaucoup plus vite que les voitures, donc ça devient beaucoup plus attractif. Donc un scénario, il dit c'est parce qu'il y a 5 axes qui sont retenus. Sur ces 5 axes, il faut plutôt mettre du bus. Quand je dis c'est un scénario, c'est le scénario qui était plutôt imaginé par les élus, parce que les deux études, elles concluent la nécessité de mettre en place une solution mixte, du tramway, notamment dans les parties les plus urbanisées, là où il y a le plus de fréquentation, et du bus à haut niveau de service dans les parties où la fréquentation de transport en commun est plus faible. Voilà. Donc on va voter dans 48 heures pour ces deux scénarios, soit pour mettre en place un scénario mixte avec un tram et du BHNS, soit pour ce que proposent certains élus de mettre du bus à haut niveau de service partout. Alors pourquoi cette hésitation? Parce qu'il est vrai que le bus à haut niveau de service, ça coûte moins cher. L'investissement est moins cher, le fonctionnement est un peu moins cher. Alors par contre, il y a des inconvénients. C'est que si on se place d'un point de vue environnemental, c'est moins vertueux, puisqu'un bus, ça consomme plus qu'un tramway. Le tramway, ça transporte beaucoup plus de monde. Ça réduit moins les gaz à effet de serre, ça les réduit beaucoup plus puisque ça permettra quand même, ça les réduit par rapport aux voitures hein, qu'on va enlever de la circulation, mais ça réduit quand même moins l'émission de gaz à effet de serre que le tram. Ensuite, il y a une vraie question sur ce qu'on appelle le report modal. Si on met des transports performants, on peut penser qu'ils sont empruntés par beaucoup plus de monde que c'est le cas aujourd'hui, et on sait qu'à partir de 40 000 voyageurs par jour, le BHNS est plus performant et c'est le tramway. Voilà. Donc on a à répondre à cette problématique. Moi je peux vous donner ma position. Moi je suis pour une solution mixte. Parce que je pense que pour ménager l'avenir, il faut tout de suite construire un tram au cœur d'Annecy, hein, dans vraiment la zone la plus agglomérée, notamment entre Sénaux et Pringy, parce qu'on sait que demain, il y aura forcément plus de monde qui va monter dans ce tram. Par contre, ailleurs, là où la densité est moins forte, là où il y a moins de gens qui se déplacent, le BHNS me semble être la solution adaptée. Alors, une autre question de Madame Goya qui montre quel aménagement est prévu pour se garer en face de l'entrée du cimetière de Torrent dans l'avenir. Alors, en face de l'entrée du cimetière, bon, il n'y a jamais eu de parking, de toute façon, en face de l'entrée du cimetière, mais les l'aménagement qui a lieu, c'est 95 logements qui sont construits. Lorsque les travaux seront finis, il y aura effectivement des places publiques qui seront prévues, ce qui permettra donc aux personnes, notamment pour se rendre au cimetière, de se garer dans ce secteur, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Alors, ensuite, une autre question, l'association des citoyens aux décisions. C'est vrai qu'on a la volonté de vous associer étroitement aux grandes décisions qu'on va prendre, aux projets qu'on va mener. Alors, cette association, elle va prendre différentes formes. Lorsqu'il y a des projets vraiment très précis, c'était le cas lorsqu'on a réfléchi à l'aménagement du centre-bourg d'Avernos ou de Torrenglières, on va réunir les citoyens qui sont directement concernés, on va leur proposer de réfléchir avec nous. Ça peut être le cas on le fera pour la salle d'Évire, mais là on le fera peut-être à l'échelle de toute la commune déléguée d'Évire, hein, puisque cette salle elle a pour but de servir tous les habitants, toutes les associations. On envisage de faire un deuxième type de vous associer d'une deuxième manière, c'est créer des comités de proximité. On ne parle pas de comité de quartier puisqu'on est à la campagne, mais c'est plutôt un élu, peut-être un membre du conseil citoyen qui chaque année, au moins une fois par an, ira à votre rencontre, là où vous vivez, dans votre hameau, pour évoquer avec vous les problèmes quotidiens, ceux qu'on a évoqués ce soir, mais de le faire directement, vous écouter, bien recenser les problèmes, mais aussi écouter vos suggestions, et ensuite adapter nos politiques publiques à vos souhaits. Et puis le troisième moyen, c'est le conseil citoyen. Le conseil citoyen, sa vocation, c'est d'être à notre côté tout au long de l'année, de réfléchir avec nous sur les questions structurantes, de nous proposer des choses. Voilà. Donc là, on vous invite, notamment à travers notre site ou notre page Facebook,
à regarder les différentes étapes qu'on va mettre en place, les différentes dates qu'on va vous proposer pour participer aux décisions municipales. Et donc les comités de proximité, je crois que j'ai présenté, parce qu'on me pose la question, ces comités de proximité, c'est vraiment des lieux de dialogue, mais directement avec les citoyens. Alors, Madame Fa me demande si les nouveaux logements, l'école de Torrent sera toujours adaptée. J'ai répondu, oui, on sait qu'avec ces nouveaux logements, on va accueillir plus d'enfants. Donc, alors ça ne sera pas sous ce mandat, ce n'est pas dans ce PPI, mais on sait qu'on va devoir agrandir cette école. Aujourd'hui, il y a 2 classes libres, donc on a quand même le potentiel pour faire face à un premier accroissement de la population scolaire, mais on sait qu'à partir de 2026, il y aura une autre étape à mener, et donc cette étape, elle consistera à voir ce qu'on peut faire des bâtiments de la MJC, ce qui ne peuvent pas être aménagés pour l'école, en sachant que dans la zone dans la ZAC du Beugnon que j'évoquais, on a un projet de construire un bâtiment culturel, voilà, un bâtiment dédié à la culture, dans lequel effectivement la MJC sera appelée à se déplacer. Voilà, alors je crois qu'on arrive au terme de cette heure. Il y a peut-être une dernière question sur l'année de lecture publique. Qu'est-ce que vous faites pour aider les bibliothèques? Alors, on fait pas mal pour les bibliothèques. On a embauché une personne à temps plein qui est chargée de la coordination de nos 5 bibliothèques. On a effectivement des bénévoles et je tiens vraiment à les remercier pour leur travail parce que sans ce bénévolat, effectivement, les bibliothèques, elles ne fonctionneraient pas. On est en train de... justement, on va déplacer la bibliothèque des Vires pour pouvoir l'agrandir. Ce qui va nous permettre aussi de bénéficier de plus d'aide, puisque on travaille avec le département. Est-ce qu'on a un organisme qui s'appelle Savoie Biblio qui nous aide pour développer notre politique de lecture publique. Et le fait d'agrandir la bibliothèque des Vires, ça va nous permettre d'obtenir plus d'aide puisqu'on va changer de catégorie, donc de mettre en place plus d'animations et pour tous les adhérents de nos bibliothèques d'accéder à des services numériques gratuitement. Donc oui, on a mis pas mal de moyens ces derniers mois pour justement développer la lecture publique, pour renforcer le rôle des bibliothèques. On travaille aussi sur un logiciel commun qui va vous permettre d'emprunter à distance des livres dans les 5 bibliothèques. Donc on essaye d'être rendez-vous de cette année de la lecture publique. Voilà. Donc je vais conclure et je vous remercie donc pour ces échanges et pour ces questions. J'espère avoir répondu à vos attentes. Juste un petit rappel. On a lancé un rendez-vous aux jeunes de 11 à 17 ans, puisqu'avec eux, on veut réfléchir sur des aménagements qui répondent à leurs préoccupations. Il y a un nouveau sport qui se développe autour du skate, autour des trottinettes. Donc on parle de skatepark, de pump track. C'est vrai qu'on on va faire des aménagements aux œillères suite à une concertation qu'on a menée directement avec des jeunes. C'est eux qui ont... D'ailleurs, je les félicite pour la démarche qu'ils ont accomplie. Ils ont choisi de venir nous voir. Nous, on a des projets. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que c'est envisageable qu'ils soient pris en compte? Donc, on a pris en compte leurs projets. Mais là, on a décidé de mener une réflexion plus largement à l'échelle de toute la commune. Et le but, c'est pas de centraliser, de dire, c'est avec les jeunes, voir quelles sont leurs attentes. Est-ce qu'ils veulent qu'on fasse des aménagements dans chaque village, dans chacun de nos 5 villages, ou est-ce qu'ils veulent un aménagement plus conséquent? Donc là, ça sera nous, avec eux, de définir quel est le lieu le plus approprié, le plus central pour notre commune, en sachant aussi qu'on mène une réflexion avec toutes les communes du Pays de Fillers, avec Groisy, Charbonnex, Villaz et Naves, pour réfléchir aux besoins culturels et sportifs de notre territoire, réfléchir aux attentes de notre population et savoir comment on va pouvoir y répondre, déjà en mutualisant peut-être nos équipements, puis en construisant de nouveaux. Cette réflexion qu'on mène avec les jeunes, elle rentre totalement dans ce cadre. Voilà, mais allez sur notre site internet, sur notre page Facebook si vous êtes intéressé. Juste un rappel donc, pour ces jeunes, la réunion, la rencontre, elle est prévue le 1er décembre à la salle Tom Morel à Torrent-Guières. Et donc tous les jeunes de 11 à 17 ans qui souhaitent que l'on fasse des aménagements pour répondre à leurs attentes, évidemment sont invités à venir à cette réunion. On est à leur disposition pour échanger et pour voir ce qu'on peut faire ensemble et où surtout il faut le faire. Voilà. Je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.